Il s'y entêtait au jeu, tout en lampant d'abondance et de plus bâillant et rotant à loisir. Pour 200 francs, on s'envoyait la belle patronne. Leurs pantalons leur donnaient aux rigolos un mal inouï pour parvenir à se gratter. Leurs bretelles n'en finissaient pas de s'évader. À la nuit, tout un peuple sortait des cases de la ville indigène et se massait devant la pagode. Jamais las de voir et d'entendre les blancs se trémousser autour du piano mécanique, corde moisie, souffrant ses valses fausses. La patronne prenait, en écoutant la musique, un petit air d'avoir envie de danser, transporté d'aise. Je finis, après bien des jours d'essai, par avoir, furtivement, avec elle, quelques entretiens. Ces règles, me confia-t-elle, ne lui duraient pas moins de 3 semaines, effet des tropiques. Ses consommateurs au surplus l'épuisaient. Non qu'ils fissent souvent l'amour, mais comme les apéritifs à la pagode étaient plutôt coûteux, ils essayaient d'en avoir pour leur argent, en même temps, et lui pinçaient énormément les fesses, avant de s'en aller. C'est de là, surtout, que lui venait la fatigue. Cette commerçante connaissait toutes les histoires de la colonie et les amours qui se nouaient, désespérés, entre les officiers tracassés par les fièvres et les rares épouses de fonctionnaires, fondantes elles aussi en d'interminables règles, navrées sous les vérandas au tréfonds des fauteuils indéfiniment inclinés. Les allées, les bureaux, les boutiques de Forgono ruisselaient de désirs mutilés. Faire tout ce qui se fait en Europe semblait être l'obsession majeure, la satisfaction, la grimace à tout prix de ces forcenés, en dépit de l'abominable température et de l'avachissement croissant, insurmontable. La végétation bouffie des jardins tenait à grand-peine, agressive, farouche entre les palissades, éclatante frondaison formant l'étus en délire autour de chaque maison, ratatiné gros blanc d'œuf solide dans lequel achevait de pourrir un Européen jaunet. Ainsi autant de saladiers complets que de fonctionnaires tout le long de l'avenue Fachoda, la plus animée, la mieux hantée de Forgono. Je retrouvais chaque soir mon logis, sans doute inachevable, où le petit squelette de lit m'était dressé par le boy pervers. Il me tendait des pièges, le boy. Il était lascif comme un chat. Il voulait entrer dans ma famille. Cependant, j'étais hanté, moi, par d'autres et bien plus vivaces préoccupations, et surtout par le projet de me réfugier quelque temps encore à l'hôpital, seul armistice à m'apporter dans ce carnaval torride. En la paix comme à la guerre, je n'étais point disposé du tout aux futilités. Et même d'autres offres qui me parvinrent d'ailleurs, par un cuisinier du patron, très sincèrement et nouvellement obscènes, me semblèrent incolores. J'effectuai une dernière fois le tour de mes petits camarades de la Pordurière pour tenter de me renseigner sur le compte de cet employé infidèle, celui que je devais aller, coûte que coûte, selon les ordres, remplacer dans sa forêt. Vain bavardage. Le café fait d'herbe, au bout de l'avenue Fachoda, bruissant vers l'heure du crépuscule de sang médisances, ragots et calomnies, ne m'apportait rien non plus de substantiel, des impressions seulement. On en fracassait des pleines poubelles d'impressions, dans cette pénombre incrustée de lampions multicolores. Secouant la dentelle des palmiers géants, le vent rabattait ses nuages de moustiques dans les soucoupes. Le gouverneur, dans les paroles ambiantes, en prenait pour son haut grade. Son inexpiable muflerie formait le fond de la grande conversation apéritive, où le foie colonial, si nauséeux, se soulage avant le dîner. Toutes les automobiles de Forgono, une dizaine au total, passaient et repassaient à ce moment devant la terrasse. Elles ne semblaient jamais aller bien loin, les automobiles. La place Faidherbe possédait sa forte ambiance, son décor poussé, sa surabondance végétale et verbale de sous-préfecture du Midi en folie. Les 10 autos ne quittaient la place Faidherbe que pour y revenir 5 minutes plus tard, effectuant encore une fois le même périple avec leur cargaison d'anémies européennes déteintes, enveloppées de toiles bises, êtres fragiles et cassant comme des sorbets menacés. Ils passaient ainsi pendant des semaines et des années, les uns devant les autres, les colons, jusqu'au moment où ils ne se regardaient même plus, tellement ils étaient fatigués de se détester. Quelques officiers promenaient leurs familles, attentives aux saluts militaires et civils, l'épouse boudinait dans ses serviettes hygiéniques spéciales, les enfants, sorte pénible de gros asticots européens, se dissolvaient de leur côté par la chaleur, en diarrhée permanente. Il ne suffit pas d'avoir un képi pour commander. Il faut encore avoir des troupes. Sous le climat de Forgono, les cadres européens fondaient pire que du beurre.
Un bataillon y devenait comme un morceau de sucre dans du café. Plus on le regardait, moins on en voyait. La majorité du contingent était toujours à l'hôpital, cuvant son paludisme, farci de parasites pour tout poil et pour tout repli, des escouades entières vautrées entre cigarettes et mouches, à se masturber sur les draps moisis, tirant d'infinies carottes, de fièvre en accès, scrupuleusement provoquées et choyées. Ils en bavaient ces pauvres coquins, pléiades honteuses, dans la douce pénombre des volets verts. Rengagés, tôt tombés des affiches, mêlés, l'hôpital était mixte, aux petits employés de boutique, fuyant les uns et les autres la brousse et les maîtres, traqués. Dans l'hébétude des longues siestes paludéennes, il fait si chaud que les mouches aussi se reposent. Au bout des bras exsangues et poilus pendent les romans crasseux, des deux côtés des lits, toujours dépareillés les romans. La moitié des feuilles manquent, à cause des dysentériques, qui n'ont jamais de papier suffisamment, et puis aussi des sœurs de mauvaise humeur, qui censurent à leur façon les ouvrages où le bon Dieu n'est pas respecté. Les morpions de la troupe les tracassent, comme tout le monde les sœurs. Elles vont pour mieux se gratter, relever leurs robes à l'abri des paravents, où le mort du matin n'arrive pas à se refroidir, tellement qu'il a chaud encore lui aussi. Tout lugubre qu'était l'hôpital, c'était cependant l'endroit de la colonie, le seul où l'on pouvait se sentir un peu oublié, à l'abri des hommes du dehors, des chefs. Vacances d'esclavage, l'essentiel en somme, et seul bonheur à m'apporter. Je m'enquérais des conditions d'entrée, des habitudes des médecins, de leur manie. Mon départ pour la forêt, je ne l'envisageais plus qu'avec désespoir et révolte, et me promettais déjà de contracter au plus tôt toutes les fièvres qui passeraient à ma portée, pour revenir sur Fort Gonneau malade et si décharné, si dégoûtant, qu'il faudrait bien qu'il se décide non seulement à me prendre, mais à me rapatrier. Des trucs j'en connaissais déjà, et des fameux pour être malade. J'en appris encore des nouveaux, spéciaux pour les colonies. Je m'apprêtais à vaincre 1000 difficultés, car ni les directeurs de la compagnie Pordurière, ni les chefs de bataillon ne se fatiguent aisément de traquer leur proie maigre, transie à beloter entre les lits pisseux. Ils me trouveraient résolu à pourrir de tout ce qu'il fallait. Au surplus, en général, on ne séjournait que peu de temps à l'hôpital, à moins d'y terminer sa carrière coloniale une bonne fois pour toutes. Les plus subtils, les plus coquins, les mieux armés de caractère parmi les fébriles, arrivaient parfois à se glisser sur un transport pour la métropole. C'était le doux miracle. La plupart des malades hospitalisés s'avouaient à bout de ruse, vaincus par les règlements, et retournaient en brousse se délester de leurs derniers kilos. Si la quinine les abandonnait tout à fait aux larves, tant qu'ils étaient au régime hospitalier, l'aumônier leur refermait les yeux simplement, sur les 18 heures, et 4 Sénégalais de service emballaient ces débris exsangues vers l'enclos des glaises rouges, près de l'église de Fort Gonneau, si chaude celle-là, sous les tôles ondulées, qu'on n'y entrait jamais 2 fois de suite, plus tropicale que les tropiques. Il aurait fallu, pour s'y tenir debout dans l'église, âner comme un chien. Ainsi s'en vont les hommes qui décidément ont bien du mal à faire tout ce qu'on exige d'eux. Le papillon pendant la jeunesse, et l'asticot pour en finir. J'essayais encore d'obtenir par-ci par-là quelques détails, des renseignements pour me faire une idée. Ce que m'avait dépeint de Bicomimbo, le directeur, me semblait tout de même incroyable. En somme, il s'agissait d'une factory d'essai, d'une tentative de pénétration loin de la côte, à 10 jours au moins, isolée au milieu des indigènes, de leur forêt, qu'on me représentait, elle, comme une immense réserve pullulante de bêtes et de maladies. Je me demandais s'ils n'étaient pas tout simplement jaloux de mon sort, les autres, ces petits copains de la Pordurière qui passaient par des alternatives d'anéantissement et d'agressivité. Leur sottise, ils n'avaient que cela, dépendait de la qualité de l'alcool qu'ils venaient d'ingérer, des lettres qu'ils recevaient, de la quantité plus ou moins grande d'espoir qu'ils avaient perdu dans la journée. En règle générale, plus ils dépérissaient, plus ils plastronnaient. Fantômes, comme ortolans en guerre, ils eussent eu tous les culots. L'apéritif nous durait 3 bonnes heures. On y parlait toujours du gouverneur, le pivot de toutes les conversations, et puis des vols d'objets possibles et impossibles, et enfin de la sexualité, les 3 couleurs du drapeau colonial. Les fonctionnaires présents accusaient sans embâche les militaires de se vautrer dans la concussion et l'abus d'autorité, mais les militaires le leur rendaient bien.
Les commerçants considéraient quant à eux tous ces prébendiers comme autant d'hypocrites imposteurs et pillards. Quant au gouverneur, le bruit de son rappel circulait chaque matin depuis 10 bonnes années, et cependant le télégramme si intéressant de cette disgrâce n'arrivait jamais, et cela en dépit des 2 lettres anonymes, au moins, qui s'envolaient chaque semaine depuis toujours à l'adresse du ministre, portant au compte de ce tyran local 1000 bordées d'horreurs très précises. Les nègres ont de la veine, eux, avec leur peau en pelure d'oignon. Le blanc, lui, s'empoisonne, cloisonné qu'il est entre son jus acide et sa chemise en cellulare. Aussi, malheur à qui l'approche. J'étais dressé depuis l'amiral Bracton. En l'espace de quelques jours, j'en appris de belles sur le compte de mon propre directeur. Sur son passé rempli de plus de crapuleries qu'une prison de port de guerre. On y découvrait de tout dans son passé, et même, je le suppose, de magnifiques erreurs judiciaires. C'est vrai que sa tête était contre lui, indéniable, angoissante figure d'assassin, ou plutôt, pour ne charger personne, d'homme imprudent, énormément pressé de se réaliser, ce qui revient au même. À l'heure de la sieste, en passant, on pouvait percevoir, écroulés dans l'ombre de leur pavillon du boulevard Faidherbe, quelques blanches ci et là, épouses d'officiers, de colons, que le climat décollait bien davantage encore que les hommes, petites voix gracieusement hésitantes, sourires énormément indulgents, fardées sur toute leur pâleur comme de contentes agoniques. Elles montraient moins de courage et de bonne tenue, ces bourgeoises transplantées, que la patronne de la pagode, qui ne devait compter que sur elle-même. La compagnie bordurière, de son côté, consommait beaucoup de petits employés blancs dans mon genre. Elle en perdait par dizaines chaque saison de ses sous-hommes, dans ses factories forestières, au voisinage des marais. C'étaient des pionniers. Chaque matin, l'armée et le commerce venaient pleurnicher leurs contingents jusqu'au bureau même de l'hôpital. Il ne se passait pas de jour qu'un capitaine ne menaçât et ne fit retentir le tonnerre de Dieu sur le gestionnaire pour qu'on lui renvoie ses 3 sergents belotteurs paludéens et les 2 caporaux syphilitiques en vitesse, cadre qui lui faisait précisément défaut pour s'organiser une compagnie. Si on lui répondait qu'ils étaient morts, ces tirs au cul, alors il leur foutait la paix aux administrateurs. Et il s'en retournait, lui, boire un peu plus à la pagode. On avait à peine le temps de les voir disparaître, les hommes, les jours et les choses dans cette verdure, ce climat, la chaleur et les moustiques. Tout y passait, c'était dégoûtant, par bout, par phrase, par membre, par regret, par globule. Il se perdait au soleil, fondait dans le torrent de la lumière et des couleurs, et le goût et le temps avec, tout y passait. Il n'y avait que de l'angoisse étincelante dans l'air. Enfin, le petit cargo sur lequel je devais longer la côte, jusqu'à proximité de mon poste, mouilla en vue de Fort Gonneau. Le Papa Outa, qu'il s'intitulait. Une petite coque bien plate, bâtie pour les estuaires. On le chauffait au bois, le Papa Outa. Seul blanc à bord, un coin me fut concédé entre la cuisine et les cabinets. Nous allions si lentement sur les mers que je crus tout d'abord qu'il s'agissait d'une précaution pour sortir de la rade, mais nous n'allâmes jamais plus vite. Ce Papa Outa manquait incroyablement de force. Nous cheminâmes ainsi en vue de la côte, infinie bande grise et touffue de menus arbres dans la chaleur aux buées dansantes. Quelle promenade! Papa Outa fendait l'eau comme s'il l'avait suée toute lui-même, douloureusement. Il défaisait une vaguelette après l'autre avec des précautions de pansement. Le pilote, me semblait-il de loin, devait être un mulâtre. Je dis semblait car je ne trouvais jamais l'entrain qu'il aurait fallu pour monter là-haut sur la passerelle, me rendre compte par moi-même. Je restais confiné avec les nègres, seul passager, dans l'ombre de la coursive, tant que le soleil tenait le pont, jusque sur les 5 heures. Pour ne pas qu'il vous brûle la tête par les yeux, le soleil, il faut cligner comme un rat. Après 5 heures, on peut se payer un tour d'horizon, la bonne vie. Cette frange grise, le pays touffu au ras de l'eau, là-bas, sorte de dessous de bras écrasés, ne me disait rien qui vaille. C'était dégoûtant à respirer cet air-là, même la nuit, tellement l'air restait tiède, marine moisie, toute cette fadasserie portée au cœur, avec l'odeur de la machine en plus. Et le jour, les flots trop ocre par ici, et trop bleus de l'autre côté. On était pire encore que sur l'amiral Bracton, moins les meurtriers militaires, bien entendu.
Enfin, nous approchâmes du port de ma destination. On m'en rappela le nom, Topeau. À force de tousser, crachoter, trembloter pendant 3 fois le temps de 4 repas de conserve sur ces eaux de vaisselle huileuses, le Papa Outa finit donc par aller accoster. Sur la berge pileuse, 3 énormes cases coiffées de chaume se détachaient. De loin, cela vous prenait au premier coup d'œil, un petit air assez engageant, l'embouchure d'un grand fleuve sablonneux, le mien, m'expliqua-t-on, par où je devrais remonter pour atteindre en barque le beau milieu de ma forêt. À Topeau, ce poste au bord de la mer, je ne devais rester que quelques jours, c'était convenu, le temps de prendre mes suprêmes résolutions coloniales. Nous fîmes cap sur un léger embarcadère, et le Papa Outa, de son gros ventre, avant de l'atteindre, rafla la barre. En bambou qu'il était l'embarcadère, je m'en souviens bien. Il avait son histoire, on le refaisait chaque mois, je l'appris, à cause des mollusques agiles et prestes qui venaient par milliers le bouffer au fur et à mesure. C'était même cette infinie construction une des occupations désespérantes dont souffrait le lieutenant Grappa, commandant du poste de Topeau et des régions avoisinantes. Le Papa Outa ne trafiquait qu'1 fois par mois, mais les mollusques ne mettaient pas plus d'1 mois à bouffer son débarcadère. À l'arrivée, le lieutenant Grappa se saisit de mes papiers, en vérifia la sincérité, les recopia sur un registre vierge et m'offrit l'apéritif. J'étais le premier voyageur, me confia-t-il, qui soit venu à Topeau depuis plus de 2 ans. On ne venait pas à Topeau. Il n'y avait aucune raison pour venir à Topeau. Sous les ordres du lieutenant Grappa servait le sergent Alcide. Dans leur isolement, ils ne s'aimaient guère. Il faut toujours que je me méfie de mon subalterne, m'apprit aussi le lieutenant Grappa, dès notre premier contact. Il a quelque tendance à la familiarité. Comme dans cette désolation, s'il avait fallu imaginer des événements, ils eussent été trop invraisemblables, le milieu ne s'y prêtait pas, le sergent Alcide préparait d'avance beaucoup d'états néants, que Grappa signait sans retard et que le Papa Outa remportait ponctuellement au gouverneur général. Entre les lagunes d'alentour et dans le tréfonds forestier stagnaient quelques peuplades moisies, décimées, abruties par le trypanosome et la misère chronique. Elles fournissaient tout de même, ces peuplades, un petit impôt, et à coups de trique, bien entendu. On recrutait aussi parmi la jeunesse quelques miliciens pour manier par délégation cette même trique. Les effectifs de la milice se montaient à 12 hommes. Je peux en parler, je les ai bien connus. Le lieutenant Grappa les équipait à sa façon, ces vénards, et les nourrissait au riz régulier. 1 fusil pour 12, c'était la mesure, et un petit drapeau pour tout le monde. Pas de chaussures. Mais comme tout est relatif en ce monde, et comparatif, les originaires recrutés du pays trouvaient que Grappa faisait joliment bien les choses. Il refusait même chaque jour des volontaires, Grappa, et des enthousiastes, des fils dégoûtés de la brousse. La chasse ne donnait guère autour du village, et on n'y bouffait pas moins d'une grand-mère par semaine, faute de gazelle. Dès 7 heures, chaque matin, les miliciens d'Alcide se rendaient à l'exercice. Comme je logeais dans un coin de sa case qu'il m'avait cédé, j'étais aux premières loges pour assister à cette fantasia. Jamais dans aucune armée du monde ne figurèrent soldats de meilleure volonté. À l'appel d'Alcide, tout en arpentant le sable par 4, par 8, puis par 12, ces primitifs se dépensaient énormément en s'imaginant des sacs, des chaussures, voire des baïonnettes, et, plus fort encore, en ayant l'air de s'en servir. Tout juste issus de la nature si vigoureuse et si proche, ils n'étaient vêtus que d'un semblant de brève culotte kaki. Tout le reste devait être par eux imaginé, et l'était. Au commandement d'Alcide, péremptoire, ces ingénieux guerriers, posant à terre leurs sacs fictifs, couraient dans le vide, décochés à d'illusoires ennemis, d'illusoires estocades. Ils constituaient, après avoir fait semblant de se déboutonner, d'invisibles faisceaux et, sur un autre signe, se passionnaient en abstraction de mousqueterie. À les voir s'éparpiller, gesticuler minutieusement de la sorte, et se perdre en dentelles de mouvements saccadés et follement inutiles, on en demeurait découragé jusqu'au marasme. Surtout qu'à Topeau, la chaleur crue et l'étouffement parfaitement concentrés par le sable entre les miroirs de la mer et du fleuve, polis et conjugués, vous eussent fait jurer par votre derrière qu'on vous tenait assis de force sur un morceau récemment tombé du soleil.
Mais ces conditions implacables n'empêchaient pas Alcide de gueuler, au contraire. Ses hurlements déferlaient au-dessus de son fantastique exercice et parvenaient bien loin, jusqu'à la crête des cèdres augustes de la lisière tropicale. Plus loin rebondissait-il même encore, en tonnerre, c'est « Garde à vous !» Pendant ce temps, le lieutenant Grappa préparait sa justice. Nous y reviendrons. Il surveillait aussi, de loin toujours, et de l'ombre de sa case, la construction fuyante de son embarcadère maudit. À chaque arrivée du Papa Outa, il allait attendre, optimiste et sceptique, des équipements complets pour ses effectifs. Il les réclamait vainement depuis 2 ans, ces équipements complets. Étant Corse, Grappa se sentait plus humilié peut-être que tout autre, en observant que ses miliciens demeuraient tout nus. Dans notre case, celle d'Alcide, il se pratiquait un petit commerce, à peine clandestin, de menus objets et de rogatons divers. D'ailleurs, tout le trafic de Topeau passait par Alcide, puisqu'il détenait un petit stock, l'unique, de tabac en branches et en paquets, quelques litres d'alcool et quelques métrages de coton. Les 12 miliciens de Topeau ressentaient, c'était visible, envers Alcide, une véritable sympathie, et cela malgré qu'il les engueulât sans limite, et leur botta le derrière assez injustement. Mais ils avaient discerné chez lui, ces militaires nudistes, des éléments indéniables de la grande parenté, celle de la misère incurable, innée. Le tabac les rapprochait, tout noirs qu'ils fussent, force des choses. J'avais apporté avec moi quelques journaux d'Europe. Alcide les parcourut avec le désir de s'intéresser aux nouvelles, mais bien qu'il s'y reprit à 3 fois pour fixer son attention sur ces colonnes disparates, il ne parvint pas à les achever. « Moi maintenant, m'avoua-t-il après cette vaine tentative, au fond je m'en fous des nouvelles. Il y a 3 ans que je suis ici. » Cela ne voulait point dire qu'Alcide tint à m'étonner en jouant les ermites. Non, mais la brutalité, l'indifférence bien prouvée du monde entier à son égard, le forçait à son tour à considérer, en qualité de sergent rengagé, le monde entier, hors Topeau, comme une espèce de lune. C'était d'ailleurs une bonne nature, Alcide, serviable et généreuse et tout. Je le compris plus tard, un peu trop tard. Sa formidable résignation l'accablait, cette qualité de base qui rend les pauvres gens de l'armée ou d'ailleurs aussi faciles à tuer qu'à faire vivre. Jamais, ou presque, ils ne demandent le pourquoi, les petits, de tout ce qu'ils supportent. Ils se haïssent les uns les autres, ça suffit. Autour de notre case, poussaient, disséminés, en pleine lagune de sable torride impitoyable, ces curieuses petites fleurs fraîches et brèves, vertes, roses ou pourpres, comme on ne les voit en Europe que peintes et sur certaines porcelaines, sorte de volubilis primitifs et sans niaiserie. Elles subissaient la longue abominable journée, closes sur leurs tiges, et venaient en s'ouvrant le soir trembloter gentiment sous les premières brises tièdes. Un jour qu'Alcide me voyait occupé d'en cueillir un petit bouquet, il me prévint. « Cueille-les si tu veux, mais les arrose pas, ces petites garces-là. Ça les tue. C'est tout fragile. C'est pas comme les soleils qu'on faisait nous pousser aux enfants de troupe à Rambouillet. On pouvait leur pisser dessus à ceux-là, qu'ils buvaient tout. D'ailleurs, les fleurs, c'est comme les hommes. Et plus c'est gros, et plus c'est con. » Ceci à l'intention du lieutenant Grappa, évidemment, dont le corps était abondant et calamiteux, les mains brèves, pourpres, terribles. Des mains à ne jamais rien comprendre. Il n'essayait pas d'ailleurs, Grappa, de comprendre. Je séjournais 2 semaines à Topeau, pendant lesquelles je partageais non seulement l'existence et la popote d'Alcide, ses puces de lit et de sable, 2 sortes, mais encore sa quinine, et l'eau du puits proche, inexorablement tiède et diarrhéique. Certains jours, le lieutenant Grappa, en veine d'amabilité, m'invita, par exception, à venir prendre le café chez lui. Il était jaloux, Grappa, et ne montrait jamais sa concubine indigène à personne. Il avait donc choisi un jour pour m'inviter où sa négresse allait visiter ses parents au village. C'était aussi le jour d'audience à son tribunal. Il voulait m'étonner. Autour de sa case, arrivés dès le matin, se pressaient les plaignants, masses disparates, colorées de pagne et bigarrées de piaillants témoins. Justiciables et simple public debout, mêlés dans le même cercle,
tous sentant fortement l'ail, le santal, le beurre tourné, la sueur safranée. Tels les miliciens d'Alcide, tous ces êtres semblaient tenir avant tout à s'agiter frénétiquement dans le fictif. Ils fracassaient autour d'eux un idiome de castagnettes en brandissant au-dessus de leur tête des mains crispées dans un vent d'arguments. Le lieutenant Grappa, plongé dans son fauteuil de rotin, crissant et plaintif, souriait au-devant de toutes ces incohérences assemblées. Il se fiait pour sa gouverne à l'interprète du poste qui lui bafouillait en retour, à son usage et à pleine voix, d'incroyables requêtes. Il s'agissait peut-être d'un mouton borgne que certains parents se refusaient à restituer alors que leur fille, valablement vendue, n'avait jamais été livrée au mari, en raison d'un meurtre que son frère à elle avait trouvé le moyen de commettre entre-temps sur la personne de la sœur de celui-ci qui gardait le mouton, et bien d'autres et de plus compliquées doléances. À notre hauteur, sans face passionnés par ces problèmes d'intérêts et de coutumes, découvraient leurs dents à petits coups secs ou à gros glouglous, des mots nègres. La chaleur parvenait à son comble. On en cherchait le ciel des yeux par l'angle du toit pour se demander si ce n'était pas une catastrophe qui arrivait, pas même un orage. « Je vais tous les mettre d'accord tout de suite, moi », décida finalement Grappa, que la température et les palabres poussaient aux résolutions. « Où est-il, le père de la mariée ? Qu'on l'amène !»« Il est là !» répondirent 20 compères, poussant devant eux un vieux nègre, assez flasque, enveloppé dans un pagne jaune qui le drapait fort dignement, à la romaine. Il scandait, le vieillard, tout ce qu'on racontait autour de lui, avec son poing fermé. Il n'avait pas l'air d'être venu là du tout pour se plaindre, lui, mais plutôt pour se donner un peu de distraction, à l'occasion d'un procès dont il n'attendait plus depuis longtemps déjà de résultats bien positifs. « Allons, commanda Grappa. 20 coups, qu'on en finisse ! 20 coups de chicotte pour ce vieux maquereau. Ça l'apprendra à venir m'emmerder ici tous les jeudis depuis 2 mois, avec son histoire de mouton à la noix. » Le vieux vit arriver sur lui les 4 miliciens musclés. Il ne comprenait pas d'abord ce qu'on lui voulait. Et puis il se mit à rouler des yeux, injectés de sang comme ceux d'un vieil animal horrifié qui jamais auparavant n'aurait encore été battu. Il n'essayait pas de résister, en vérité, mais il ne savait pas non plus comment se placer pour recevoir avec le moins de douleur possible cette tournée de justice. Les miliciens le tiraillaient par l'étoffe. 2 d'entre eux voulaient absolument qu'il s'agenouillât. Les autres lui commandaient au contraire de se mettre à plat ventre. Enfin, on s'entendit pour le plaquer tel quel, simplement, à terre, pagne retroussé, et d'emblée reçut sur le dos et les fesses flasques une de ces volées de bâtons souples à faire beugler une solide bourrique pendant 8 jours. Se tortillant, le sable fin giclait tout alentour de son ventre avec du sang. Il en crachait du sable en hurlant. On aurait dit une chienne bassée enceinte, énorme, qu'on torturait à plaisir. Les assistants se turent pendant que ça durait. On n'entendait plus que les bruits de la punition. La chose exécutée, le vieux, bien sonné, essayait de se relever et de ramasser autour de lui son pagne à la romaine. Il saignait abondamment par la bouche, par le nez, et surtout le long du dos. La foule s'éloigna en l'emmenant, et bourdonnante de 1000 cancans et commentaires, sur un ton d'enterrement. Le lieutenant Grappa ralluma son cigare. Devant moi, il se tenait à demeurer distant de ces choses. Non pas que je pense qu'il eût été plus néronien qu'un autre, seulement il n'aimait pas non plus qu'on le force à penser. Ça l'agaçait. Ce qui le rendait irritable dans ses fonctions judiciaires, c'étaient les questions qu'on lui posait. Nous assistâmes encore ce même jour à 2 autres corrections mémorables, consécutives à d'autres histoires déconcertantes, de dots reprises, de poisons promis, de promesses douteuses, d'enfants incertains. Ah, s'ils savaient tous comme je m'en fous de leur litige, ils ne la quitteraient pas leur forêt pour venir me raconter leur couillonnade et m'emmerder ici. Est-ce que je les tiens au courant de mes petites affaires, moi ? Concluait Grappa. Cependant, se reprit-il, je finirais par croire qu'ils y prennent goût à ma justice et saligola. Depuis 2 ans que j'essaye de les en dégoûter, ils reviennent pourtant chaque jeudi. Croyez-moi si vous voulez, jeune homme, ce sont presque toujours les mêmes qui reviennent. Des vicieux, quoi. Puis la conversation se porta vers Toulouse, où il passait ses congés régulièrement, et où il pensait à se retirer, Grappa, dans 6 ans, avec sa retraite. J'étais entendu ainsi.
Nous en étions gentiment au Calvados, quand nous fûmes à nouveau dérangés par un nègre passible de je ne sais quelle peine, et en retard pour la purger. Il venait spontanément 2 heures après les autres s'offrir pour recevoir la chicotte. Ayant effectué un parcours de 2 jours et de 2 nuits depuis son village, à travers la forêt, dans ce but, il n'entendait pas s'en retourner bredouille. Mais il était en retard, et Grappa était intransigeant sur le sujet de la ponctualité pénale. Tant pis pour lui. N'avait qu'à pas s'en aller la dernière fois. C'est jeudi de l'autre semaine que je l'ai condamné à 50 coups de chicotte, ce dégueulasse. Le client protestait quand même, parce qu'il avait une bonne excuse. Il avait dû retourner à son village en vitesse pour aller enterrer sa mère. Il avait 3 ou 4 mères à lui tout seul. Contestation. Ça sera pour la prochaine audience. Mais il avait à peine le temps, ce client, d'aller à son village et de revenir d'ici à jeudi prochain. Il protestait. Il s'entêtait. Il fallut le bousculer, ce masochiste, hors du camp, à grands coups de pied dans les fesses. Ça lui a fait plaisir quand même, mais pas assez. Enfin, il est allé échouer chez Alcide, qui en profita pour lui vendre tout un assortiment de tabac en branches au masochiste, en paquets et en poudre à priser. Bien diverti par ces multiples incidents, je pris congé de Grappa qui se retirait précisément pour la sieste, au fond de sa case, où reposait déjà sa ménagère indigène, revenue de son village. Une paire de nichons splendides, cette négresse, bien élevée par les sœurs du Gabon. Non seulement cette jeunesse parlait le français en zézaillant, mais elle savait encore présenter la quinine dans la confiture et vous traquer les puces chics dans la profondeur de la plante des pieds. Elle savait se rendre agréable de 100 façons au colonial, sans le fatiguer, ou en le fatiguant, à son choix. Alcide m'attendait. Il était un peu vexé. Ce fut cette invitation dont venait de m'honorer le lieutenant Grappa qui le décida sans doute aux grandes confidences. Et elles étaient salées, les confidences. Il me fit, sans que je l'en priasse, de Grappa, un portrait express au caca fumant. Je lui répondis qu'en tout c'était bien mon avis. Alcide, son point faible à lui, c'était qu'il trafiquait malgré les règlements militaires absolument contraires avec les nègres de la forêt d'alentour, et aussi avec les 12 tirailleurs de sa milice. Il approvisionnait ce petit monde en tabac de traite impitoyablement. Quand les miliciens avaient reçu leur part de tabac, il ne leur restait plus de solde à toucher, tout était fumé. Ils fumaient même d'avance. Cette menue pratique, vu la rareté du numéraire dans la région, faisait du tort, prétendait Grappa, à la rentrée de l'impôt. Le lieutenant Grappa ne voulait pas, prudent, provoquer sous son gouvernement un scandale à Topo, mais enfin, jaloux peut-être, il tiquait. Il aurait désiré que toutes les minuscules disponibilités indigènes demeurassent, cela se comprend, pour l'impôt. Chacun son genre et ses petites ambitions. Au début, la pratique du crédit sur solde leur avait paru un peu étonnante, et même raide aux tirailleurs qui travaillaient uniquement pour fumer le tabac d'Alcide. Mais ils s'y étaient habitués, à coups de pied au cul. À présent, ils n'essayaient même plus d'aller la toucher, leur solde. Ils la fumaient d'avance, tranquillement, au bord de la case à Alcide, parmi les petites fleurs vivaces, entre 2 exercices d'imagination. À Topo, en somme, tout minuscule que fût l'endroit, il y avait quand même place pour 2 systèmes de civilisation. Celle du lieutenant Grappa, plutôt à la romaine, qui fouettait le soumis pour en extraire simplement le tribut, dont il retenait, d'après l'affirmation d'Alcide, une part honteuse et personnelle, et puis le système Alcide, proprement dit, plus compliqué, dans lequel se discernaient déjà les signes du second stade civilisateur, la naissance dans chaque tirailleur d'un client, combinaison commercialo-militaire en somme, beaucoup plus moderne, plus hypocrite, la nôtre. Pour ce qui concerne la géographie, le lieutenant Grappa n'estimait guère qu'à l'aide de quelques cartes très approximatives qu'il possédait au poste, les vastes territoires confiés à sa garde. Il n'avait pas non plus très envie d'en savoir davantage sur leur compte à ces territoires. Les arbres, la forêt, après tout, on sait ce que c'est. On les voit très bien de loin. Dissimulés dans les frondaisons et les replis de cette immense tisane, quelques tribus extrêmement disséminées croupissaient çà et là entre leurs puces et leurs mouches, abrutis par les totems, en se gavant invariablement de manioc pourri, peuplade parfaitement naïve et candidement cannibale, ahurie de misère, ravagée par 1000 pestes,
Rien qui vaille qu'on les approche. Rien ne justifiait une expédition administrative douloureuse et sans écho. Quand il avait cessé de rendre sa loi, Grappa se tournait plutôt vers la mer et contemplait cet horizon d'où certains jours il était apparu et par où certains jours il s'en irait si tout se passait bien. Tout familier et finalement agréable que me fussent devenus ces lieux, il me fallut cependant songer à quitter enfin Topeau pour la boutique qui m'était promise, au terme de quelques jours de navigation fluviale et de pérégrination forestière. Avec Alcide, nous étions arrivés à très bien nous entendre. On essayait ensemble de pêcher des poissons-scies, ces manières de requins qui pullulaient devant la case. Il était aussi maladroit à ce jeu que moi-même. Nous n'attrapions rien. Sa case n'était meublée que par son lit démontable, le mien, et quelques caisses vides ou pleines. Il me semblait qu'il devait mettre pas mal d'argent de côté, grâce à son petit commerce. « Où le mets-tu » lui demandai-je à plusieurs reprises. « Où le caches-tu, ton sale pognon ?» C'était pour le faire enrager. « Tu vas en faire une de ces bons dieux de Nouba en rentrant ?» Je le taquinais. Et 20 fois au moins, pendant que nous entamions l'immanquable conserve de tomates, j'imaginais pour sa réjouissance les péripéties d'une virée phénoménale à sa rentrée à Bordeaux, de bobinard en bobinard. Il ne me répondait rien. Il rigolait seulement, comme si ça l'amusait que je lui dise ces choses-là. À part l'exercice et les sessions de justice, il ne se passait vraiment rien à Topeau. Alors forcément, je reprenais le plus souvent possible ma même plaisanterie, faute d'autres sujets. Sur les derniers temps, il me vint une fois l'envie d'écrire à M. Putat pour le taper. Alcide se chargerait de poster ma lettre par le prochain Papaouta. Le matériel à écrire d'Alcide tenait dans une petite boîte à biscuits, tout comme celle que j'avais connue à Branle-d'Or, tout à fait la même. Tous les sergents rengagés avaient donc la même habitude. Mais quand il me vit l'ouvrir, sa boîte Alcide, il eut un geste qui me surprit, pour m'en empêcher. J'étais gêné, je ne savais pas pourquoi il m'en empêchait, je la reposai donc sur la table. « Ah, ouvre-la, va, qu'il a dit enfin. Va, ça ne fait rien. » Tout de suite, à l'envers du couvercle était collée une photo d'une petite fille. Rien que la tête. Une petite figure bien douce d'ailleurs, avec des longues boucles, comme on les portait dans ce temps-là. Je pris le papier, la plume, et je refermai vivement la boîte. J'étais bien gêné par mon indiscrétion, mais je me demandais pourquoi aussi ça l'avait tant bouleversé. J'imaginais tout de suite qu'il s'agissait d'un enfant à lui, dont il avait évité de me parler jusque-là. Je n'en demandais pas davantage, mais je l'entendais derrière mon dos, qui essayait de me raconter quelque chose au sujet de cette photo, avec une drôle de voix que je ne lui connaissais pas encore. Il bafouillait. Je ne savais plus où me mettre, moi. Il fallait bien que je l'aide à me faire sa confidence. Pour passer ce moment, je ne savais plus comment m'y prendre. Ça serait une confidence tout à fait pénible à écouter, j'en étais sûr, je n'y tenais vraiment pas. « C'est rien, » l'entendis-je enfin. « C'est la fille de mon frère. Ils sont morts tous les deux. »« Ses parents ?»« Oui, ses parents. »« Qui l'élève alors maintenant ? Ta mère ?» que je demandais, moi, comme ça, pour manifester de l'intérêt. « Ma mère, je l'ai plus non plus. »« Qui alors ? » ?»« Eh bien, moi. » Il ricanait, cramoisi Alcide, comme s'il venait de faire quelque chose de pas convenable du tout. Il se reprit, hâtif. « C'est-à-dire, je vais t'expliquer. Je la fais élever à Bordeaux, chez les sœurs. Mais pas des sœurs pour les pauvres, hein, tu me comprends, hein ? Chez des sœurs bien. Puisque c'est moi qui m'en occupe, alors tu peux être tranquille, je veux que rien lui manque. Ginette, qu'elle s'appelle. C'est une gentille petite fille, comme sa mère d'ailleurs. Elle m'écrit, elle fait des progrès, seulement, tu sais, les pensions comme ça, c'est cher. Surtout que maintenant, elle a 10 ans. Je voudrais qu'elle apprenne le piano en même temps. Qu'est-ce que t'en dis, toi, du piano ? C'est bien le piano, hein, pour les filles. Tu crois pas ? Et l'anglais, c'est utile l'anglais aussi, tu sais, l'anglais, toi ? Je me mis à le regarder de bien plus près, Alcide, à mesure qu'il s'avouait la faute de pas être assez généreux, avec sa petite moustache cosmétique, ses sourcils excentriques, sa peau calcinée. Pudique Alcide. Comme il avait dû en faire des économies sur sa solde étriquée, sur ses primes faméliques et sur son minuscule commerce clandestin. Pendant des mois, des années,
dans cet infernal topo. Je ne savais pas quoi lui répondre, moi. Je n'étais pas très compétent, mais il me dépassait tellement par le cœur que j'en devins tout rouge. À côté d'Alcide, rien qu'un mufle impuissant en moi, épais et vain j'étais.